Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau format de vidéo où je vous présente Laura qui va nous parler de sa fille, sa maladie et leur quotidien. Du coup, présente-toi et puis présente-nous Julia. Donc moi je m'appelle Laura, j'ai 24 ans et je suis la maman d'une petite fille qui s'appelle Julia et qui a eu 3 ans au mois de février. Je me suis préparé ma petite fiche de questions pour que ça soit plus fluide et plus concis puisque la maladie on pourrait en parler pendant des journées entières. Du coup, est-ce que tu pourrais nous présenter la maladie de Julia ? Donc oui, la maladie de Julia, ça s'appelle le déficit en prolidase. En fait, c'est un manque d'enzymes dans le corps qui sert au catabolisme des aliments. Donc ça veut dire quand on absorbe les nutriments, ils sont détruits automatiquement. Donc ça entraîne un manque de collagène dans la peau et un manque de plein de choses, de plaquettes, de fer, etc. Et du coup, il peut y avoir pas mal de symptômes, à savoir des ulcères des membres inférieurs, à savoir les mains, les bras, tout ce qui est cuisses et plantes des pieds. Et on nous a décrit aussi des retards mentaux de léger à sévères et une fragilité pulmonaire avec pas mal d'infections et qui peuvent être plus ou moins graves en fonction du cas. Ok. Et du coup, comment t'as appris et quand t'as appris la maladie de Julia ? Donc Julia a été hospitalisée une semaine à sa naissance, 2 mois après sa naissance pour une gastro. De là, un urgentiste est venu nous voir parce qu'il avait palpé le ventre comme on palpe généralement chez les nourrissons. Et il s'est rendu compte que Julia avait son foie et sa rate très enflés, ce qui est totalement anormal à l'âge de Julia. Et de là, s'en est suivi tout un tas d'examens pour éliminer les pistes les plus graves, à savoir leucémie et autres maladies dont je ne pourrais pas citer le nom. À partir de ce moment-là, Louis Moriat a décidé de nous transférer à l'hôpital de Robert Debré à Paris, qui est plus spécialisé dans les maladies génétiques. Et on a appris sa maladie quand elle avait 6 mois. Et du coup, toi, comment tu t'es sentie quand tu savais qu'il y avait un problème ? Parce que du coup, à l'hôpital, on te l'avait dit, mais on n'avait pas encore posé un diagnostic. Non, donc nous, ce qu'on nous a expliqué quand on a été à Robert Debré, c'était juste avant de partir en vacances d'ailleurs, on nous a expliqué que Julia pouvait éventuellement avoir, et il y avait le mot éventuellement, une maladie rare, mais ça ne voulait pas dire qu'une maladie rare était grave, et puis les choses ont été amenées d'une façon assez apaisante. Donc au final, nous, on a plus penché sur des maladies type asthme, des choses un peu plus lambda en fait. Et c'est vrai qu'on ne s'est pas du tout mis dans le contexte d'une vraie maladie avec un quotidien plutôt lourd par la suite. Non, pas du tout. Et du coup, il y a eu le moment fatidique où il y a eu le diagnostic qui a été posé. Et là, comment tu l'as vécu, toi ? Là, ça a été hyper compliqué. Donc on m'a annoncé le nom de la maladie qui avait été trouvée visiblement dans les urines de Julia. Ils ont analysé certaines choses qui correspondaient à la maladie. Ils lui ont fait un test ADN, mais ils étaient pratiquement sûrs à 90% qu'elle avait cette maladie et que l'ADN ne pourrait pas, on n'y échapperait pas. Confirmer, voilà. En fait, et du coup, oui, ça a été le ciel qui nous tombe sur la tête. On s'est dit, mais pourquoi nous ? On a appris que la maladie, c'était moins de 100 cas dans le monde, donc pour autant dire totalement inconnu. Donc la peur de ne pas savoir où on met les pieds, où est-ce qu'on va et si c'est grave. À ce moment-là, je pensais clairement que notre enfant, que je pouvais perdre mon enfant. Clairement. Ça a dû être terrible, quoi. Ouais, franchement, à avaler, ça a mis pas mal de temps quand même. Et puis on en parlait la dernière fois, et dans la notion de génétique, il y a aussi le fait que cette culpabilité de se dire mais c'est moi qui ai donné... Alors ça vient après. Ok. Il y a surtout l'inquiétude des symptômes qu'on te sort au compte-gouttes en fonction de te voir en consultation. Il y a toute cette panique et bien sûr ces recherches quand tu rentres chez toi sur internet, et bien sûr on sait que c'est totalement amplifié, donc si tu tapes ulcère sur Google, tu tombes sur des choses... limite des amputations, donc franchement ça a été l'enfer. Et après il y a ce moment où on t'explique, on te fait voir un généticien, donc là c'est là où tu prends conscience que la maladie est vraiment génétique, donc elle vient de tes gènes et que tu l'as retransmis à ton enfant, et là vient la culpabilité de te dire c'est de ma faute, c'est moi
Et du coup, aujourd'hui, tu te sens comment par rapport à ça? Il y a toujours cette culpabilité ou moins quand même? Moins, beaucoup moins, cette culpabilité, parce que je pense qu'on n'avale jamais totalement que notre enfant il est malade. Au fonction des symptômes qui arrivent chez Julia, on s'y habitue. Enfin, c'est même pas on s'y habitue, on fait face, mais on s'y habituera vraiment, enfin, je pense jamais. Mais moins, on a moins la culpabilité, mais je pense que quand on vit des passages compliqués, cette culpabilité, oui, peut éventuellement revenir en se disant mais pourquoi nous, pourquoi mes gènes, pourquoi? Ouais, ça arrive. Ok. Et du coup, qu'est-ce qu'elle a aujourd'hui, Julia, comme symptômes et qu'est-ce que ça implique au quotidien? Donc Julia, jusqu'à ses 2 ans, n'avait aucun symptôme. Il y avait quand même les infections pulmonaires et les otites à répétition. Ouais, qu'on pensait qu'elle tombait juste plus fréquemment malade que c'est ça, on s'est pas dit. enfants. En fait, elle a eu 2 infections au poumon, mais une vraiment pas grave du tout. C'était franchement n'importe quel enfant aurait pu en avoir. Et il y a eu une belle pneumonie quand même. Mais franchement, à ce moment-là, on s'est dit, c'est en 2 ans, ça veut pas forcément dire. Puis je pense que dans la maladie, on a toujours ce petit espoir de se dire, peut-être que nous, on va échapper en fait à plein de situations éventuelles que pourrait apporter la maladie. Et au final, elle a eu les premiers symptômes. Du coup, je pense que l'infection pulmonaire qu'elle nous a faite était un des symptômes. Et les vrais symptômes qui ont été très embêtants par la suite, c'était l'année dernière au mois de juin. Avant l'été, Ouais, où elle a commencé à avoir son premier ulcère sous la plante des pieds qui a été extrêmement douloureux, et s'en est suivi plusieurs ulcères par la suite avec différentes infections qui étaient rentrées dedans, à savoir un staphylocoque doré. Mais du coup, pour bien expliquer que les gens comprennent, c'est que les ulcères que Julia a au pied, c'est pas comme les ulcères d'une personne diabétique par exemple, ou des ulcères qu'on peut rencontrer sur d'autres adultes aujourd'hui. C'est des ulcères qui ont extrêmement de mal à cicatriser puisque Julia n'assimile pas le collagène, elle le détruit. Donc elle n'a pas la même peau que nous, elle va pas réagir de la même manière aux piqûres de moustiques, etc. Donc une fois qu'elle a des ulcères, qui sont des plaies très, très profondes, c'est très compliqué de les soigner et d'attendre en fait que la plaie se referme. Ouais. Et du coup, pendant ces mois-là où il y a des plaies douloureuses et assez importantes, c'est des mois d'hospitalisation en fait. C'est des mois où Julia ne peut pas être seule à la maison avec vous. C'est ça. Et par contre, les mois où ça va mieux, du coup, Son premier ulcère, en fait, elle les a eus comme on ne connaissait pas du tout et l'hôpital ne connaissait absolument pas. On est resté au moins un minimum de 5 mois à l'hôpital pratiquement non-stop pour pouvoir trouver les pansements adéquats, pour pouvoir trouver des traitements antalgiques parce que la petite venait juste de marcher, elle a été stoppée net dans sa marche et au final, tout s'est écroulé. Il fallait trouver absolument des antidouleurs parce qu'elle souffrait vraiment... C'était atroce. Du coup, est-ce que tu peux nous présenter une journée type avec Julia quand ça va plutôt bien, pas quand vous êtes hospitalisée? Donc quand ça va bien, si les ulcères sont pas trop douloureux, ça reste un change tous les 3 jours, voire des fois une fois par semaine, ça suffit largement quand vraiment tout va bien, que les ulcères sont beaux entre guillemets et que ça ne suinte pas énormément. Avec son traitement antalgique, elle arrive à marcher dans ces cas-là. Et par contre, il y a quand même pas mal de journées où les ulcères, surtout ils démarrent, ils sont extrêmement douloureux. Donc ça engendre pas mal de protocoles, à savoir des pansements tous les 2 jours parce que les plaies suintent et sont très douloureuses. Donc on met au moins 1h30, 2 heures à faire un change de pansement. Du coup, après, il faut vérifier que le sol est extrêmement propre. Donc chez nous, ça doit toujours être plus ou moins nickel. Pour pas que les pansements se salissent vite, pour pas les recommencer, ne pas mouiller le sol et vérifier que tout soit bien sec, ne jamais faire tomber de verre dans la mesure du possible et vérifier qu'elle ne peut absolument pas se blesser ici et être pas mal derrière elle. Et après, quand Julia ne peut pas se chausser, du coup, ça sous-entend qu'elle ne peut pas marcher. Donc du coup, là, on est obligé de la porter. Donc il y a 1 an, ça allait encore, mais là, elle pèse... Elle a 3 ans, donc elle est lourde. 18 kilos, donc l'emmener d'un point A à un point B. J'ai pas d'ascenseur, donc la faire monter les escaliers, la porter. Plein de petites choses et des activités, du coup,
qu'on ne peut pas faire. Bah, et déjà, même tout ce qui le est, lavage est compliqué, quoi. Bah, tout ce qui est bain avec ses pieds, elle Ouais, peut c'est pas. pas possible. Jeu d'eau, vous le faites maintenant, mais ça demande vraiment des Et précautions. il faut que les ulcères soient en phase de guérison, parce que sinon c'est pas possible. Et parce que qui dit pansement mouillé dit un nouveau change de pansement. Donc c'est quand même, que ça soit pour elle au niveau de la C'est douleur ça. ou pour vous, c'est quand même hyper C'est contraignant. compliqué, Ouais. Donc déjà toutes les activités lambda que les parents font sans forcément se rendre compte, le bain du soir et tout, pour vous c'est quand même c'est une épreuve, quoi. Ouais. Surtout que, comme tous les enfants, elle adore l'eau, elle veut jouer dans l'eau, donc c'est toujours compliqué de... même si elle comprend bien maintenant pourquoi, ça reste frustrant quand même, et pour elle et pour vous, de se dire... énormément. Là, on va devoir faire un... C'est-à-dire que chaque activité qui est extérieure, ou qui est un peu... où il faut marcher, où il y a de l'eau, où il y a des matières, c'est à réfléchir à 1000 fois pour nous, quoi. Comme la propreté, par exemple. La propreté, ça a été plus long chez Julia parce que si elle urinait sur des ulcères tout frais, fallait tout un nettoyage et pour elle, c'est énormément de souffrance. Donc, on préférait limite retarder ça et que tant pis, on s'est dit le confort avant tout, quoi. Pour elle, pour nous, pour tout le monde. Mais c'est là que tu te rends compte qu'en plus des symptômes qu'on te décrit, une fois que tu le vis dans ton quotidien, ça implique en fait plein de choses auxquelles on ne pense pas forcément. Quand on nous dit ulcère au pied, on ne pense pas forcément à tout ce que ça va impliquer derrière. C'est sûr que ce n'est pas une paralysie comme il y a des maladies très graves qui engendrent encore un quotidien encore plus compliqué que celui-là. Mais d'avoir un enfant qui veut marcher, qui demande que ça, que de vivre et de s'épanouir, et toi tu es obligé entre guillemets, de l'empêcher d'être derrière tout le temps. Oui, pour l'enfant, c'est très frustrant et je pense qu'on ne s'imagine pas bien tout l'arrière, plus les douleurs, plus tout le reste. Voilà. Et il y a également le traitement antalgique, donc antidouleur, dont on n'a pas parlé, qu'elle doit prendre tous les jours. Est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consiste ? Donc en fait, Julia, on a passé un examen quand elle était l'année dernière du coup. Ça s'appelle, je sais plus le nom de l'examen, c'est un nom compliqué, mais c'est pour voir si elle n'avait pas des douleurs neuropathiques. Donc ça consiste à mettre plein de petits patchs et lancer de légères décharges et voir si... et c'était légèrement positif. C'était pas... Donc on a eu un traitement qui s'appelle le Neurontin pour les douleurs neuropathiques. 3 fois par jour. On a dû monter jusqu'au dernier palier en fonction de son poids et de son âge et ça a franchement pas mal fonctionné pour Julia. Le soir, elle a aussi un petit calmant qui s'appelle le Rivotril. Et il y a la morphine, donc l'Oramorph, en cas d'ulcères qui sont plus importants que... En cas d'ulcères qui sont extrêmement douloureux et incalmables avec un simple Doliprane et le traitement habituel et surtout avant les pansements. On lui donne à chaque fois. Du coup, toi, est-ce que tu te sens différente des autres mamans ? Pour le coup, oui. Pour le coup, un petit peu, oui, parce que dans le quotidien, on le voit. Les enfants qui ont un développement, entre guillemets, normal parce qu'ils n'ont pas de pathologie. Et Julia, qui marche pas comme elle veut, mais vraiment comme elle peut. Ça se voit, ça se sent qu'elle marche pas comme un enfant de 3 ans ou qu'elle est aussi, je sais pas comment on dit, tu vas m'aider là sur le nom. Tu sais, quand l'enfant il est pas musclé de ses jambes, du coup... il est hypotonique. Hypotonique. Okay, ouais. Du coup, elle est hypotonique, elle peut pas monter les escaliers, même si elle le voudrait. Elle a pas les muscles pour, au vu de son manque de marche et parfois son manque d'exercice à cause des douleurs. Et le regard des autres aussi, qui joue pas mal. Dans le sens où Julia, si elle ne peut pas porter de chaussons parce qu'elle a trop mal et qu'on peut rien lui mettre au pied, le regard des gens sur des pansements jusqu'au mi-mollet, ça c'est lourd. Quand elle a des boutons aussi, par exemple, parce qu'elle réagit différemment aux piqûres de moustiques, ou parfois l'été ça lui arrive, elle a la peau très fragile, donc petit bouton de chaleur qu'elle a un peu sur le corps. C'est ça. Donc Julia, chaque été, fait un eczéma atopique phénoménal, donc sa peau ne supporte pas la chaleur. Et c'est vrai que si tu vas au parc et que tu présentes ton enfant, tu vas pas lui mettre un pull à 30 degrés, donc il va avoir les bras nus avec plein de boutons. J'ai déjà eu des cas où les parents ont carrément retiré leur enfant du bac à sable, ont éloigné de mon enfant parce que pour le parent, c'est contagieux, des choses comme ça, ou alors... les pansements qui font peur, genre oh la pauvre, mais qu'est-ce qu'elle a ?
ou alors aussi les piqûres, parce que Julia a énormément de prises de sang et très difficile à piquer, donc ça fait des hématomes plus ou moins sur tous les points où on peut faire des prises de sang. Et là, on a le droit à, tu vois un enfant plein de bleu, bon bah on regarde le parent quand même. Qu'est-ce qui se passe? D'être jugé. Donc c'est gênant, c'est très gênant. Et puis ça nous renvoie aussi à la différence qu'il peut y avoir en fait. Ce regard-là, on se dit, est-ce que ma fille à l'école, elle va être aussi regardée comme ça? Ça amène des craintes en fait, de voir la réaction des autres parents. Mais de toute façon, on s'en rend compte que quand un enfant a une pathologie, ça sera un combat. Ça sera un combat, tu vas devoir te battre tout le temps. Toute ta vie. Pour faire garder Julia, elle est gardée chez une assistante maternelle. Elle a vu Julia, c'était super. Puis alors on lui a donné le mot maladie. Alors là, ça a été... voilà, on sentait, la pauvre, elle n'a pas fait exprès, je la comprends. Mais voilà, on sent que ça sera... Il faudra combattre, quoi, les préjugés, il faudra se battre. Voilà. Et du coup, de ton point de vue de maman, comment Julia, elle vit sa maladie du haut de ses 3 ans? Donc Julia, pendant un moment, bien sûr, comme tout enfant, elle pensait que tout le monde, je pense, était pareil qu'elle et avait très des mal aux plaies, pieds, que c'était normal. Là, elle a 3 ans, donc elle comprend que tout le monde n'a pas des plaies et qu'elle en a. Après, voilà, ça reste un très jeune enfant, donc non, elle ne comprend pas qu'elle a une maladie. Mais après, il y a plein de choses qu'elle comprend, il y a plein de choses qu'elle sait faire, du coup, par rapport aux autres. Voilà, elle sait, elle a compris qu'elle a des plaies, elle a compris qu'elle ne pouvait pas tout faire et elle le dit elle-même, elle dit même aux autres de faire attention à elle, justement pour ne pas lui faire mal. Elle sait expliquer qu'il ne faut pas lui écraser le pied ou qu'il ne faut pas la blesser parce que pour elle ça sera compliqué, donc elle l'a tout à fait compris. Et bien sûr il y a des choses qu'elle ne comprend pas comme la frustration de certaines activités, de choses comme ça. Ça c'est super dur. Le bain par exemple. Oui, le bain c'est compliqué. Au début, c'est elle qui voulait pas parce que c'était douloureux, puis après elle a voulu recommencer. Et après elle a voulu recommencer, quand tu la mets dans le bain, elle voit que c'est trop douloureux, donc elle voulait vite en sortir. Ça, je pense que même pour un adulte, de toute façon... Mais je pense que nous aussi, oui. On tenterait notre chance quand même, parce que façon, quand t'as envie... Du coup, est-ce que t'as des craintes pour l'avenir? Comme tout parent, déjà tout parent lambda, je pense, on a tous des craintes. Nous... particulièrement, oui, surtout que moi je suis une grande stressée. Depuis que tu as Julia. Depuis que j'ai Julia, je suis une grande stressée tout court. Donc oui, avec la maladie, j'ai beaucoup d'angoisse. L'angoisse de l'école, déjà, elle va rentrer à l'école. Comment ça va se passer pour mon enfant à l'école? J'ai déjà eu du mal à la faire garder. Alors là, elle va avoir une auxiliaire de vie, mais je la connais pas. Enfin voilà, pour moi, l'école, c'est vraiment un autre milieu. C'est vraiment le grand bain. Donc ça me fait peur. Puis la maladie me fait peur aussi. Est-ce que ça va s'arrêter à des ulcères? Au début on pensait que c'était que les pieds, il y en a un sur la cuisse. Est-ce qu'il y aura ce retard mental tant redouté? Est-ce qu'elle grandira comme tout le monde? Est-ce qu'elle aura une infection pulmonaire très grave? Mais ça tu peux pas décrire à l'avance, mais c'est une angoisse. Il suffit que tu aies une journée où ça va pas et c'est une angoisse, c'est une grosse angoisse. Et puis le soir après une journée compliquée, c'est des questions qui peuvent revenir. Franchement, Et du coup, pour finir la vidéo, qu'est-ce que tu voudrais dire aux mamans, soit qui vivent une situation comme toi, c'est-à-dire qui ont un enfant malade, aux papas aussi d'ailleurs, ou tout simplement aux mamans tout court? Qu'est-ce que tu auras envie de dire pour conclure et pour finir? Déjà, je pense qu'il ne faut jamais perdre espoir. Jamais. Toujours être combatif, même si des fois on est épuisé et que même moi, ça m'arrive de me dire c'est mort, on n'y arrivera pas. Mais de toujours essayer de garder espoir, de ne jamais écouter les médecins, surtout de s'écouter soi, parce que les médecins ne sont pas chez nous, ne sont pas maman ou papa de cet enfant. Donc s'il y a le moindre doute, s'il y a de toujours se faire confiance de base, tout court. De ne pas voir aussi son enfant comme moi je l'ai vu à un moment donné comme une maladie, mais de voir qu'il y a un être humain derrière et d'essayer un maximum de dissocier les deux et de le faire sentir comme un enfant lambda et franchement de profiter de chaque instant avec son enfant. Et je pense que d'ailleurs nous mamans et parents d'enfants à pathologie, je pense que c'est ça notre force, de profiter vraiment de chaque instant, peut-être plus que franchement le moindre petite chose qui se passe de positif, nous
Ouais, bah, c'est C'est important ces vraiment moments-là, en le fait. Tout ce truc qui de permet de l'année, tenir quoi. aussi, quoi. Ouais. Et du coup, bien s'entourer et se faire. Et bien s'entourer, se faire aider parce que c'est important. Ça fait pas de nous des mauvais parents que ne serait-ce que d'appeler une femme de ménage parce que t'en peux plus ou de faire garder son enfant si c'est possible ou de faire appel à des infirmières de nuit. J'ai entendu ça il y a pas longtemps parce que notre enfant ne fait pas ses nuits, parce que c'est compliqué. Franchement, pour pouvoir donner ensuite le meilleur et parce qu'on en a besoin d'énergie de base. Donc sinon, on ne peut pas. Et surtout de savoir que vos enfants, bah, quoi qu'il arrive, ils sont super courageux. Ah, il était trop mignon ce mot de la fin. Bon, bah du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu, que ça aura pu vous apporter des infos, vous faire un peu mieux connaître peut-être la maladie, la différence et ce que c'est le quotidien pour ces parents-là. Je vous fais plein de gros bisous et puis à très vite.